Aujourd'hui sur Radio Aria, nous avons donc deux invités, Madame Pierret qui est donc de l'association ADMD et Sylviane Lemaine qui, elle, par contre, témoignera sur les conditions qu'on peut qualifier intolérables du décès de sa fille qui était atteinte d'une maladie incurable. Un témoignage qui relance encore une fois le débat sur l'euthanasie. À l'heure où les réformes sur les soins palliatifs et où la loi Leonetti arrive à bout de course, c'est bien un débat éthique de fond qui est posé. Le débat donc sur la fin de vie interroge. Il faudra plus qu'une simple mission et qu'une réforme législative pour en venir à bout. Donc merci à toutes les deux, Sylviane, Claudette, d'être dans nos studios aujourd'hui pour parler justement de l'euthanasie. Bonjour. Merci de nous avoir reçus. Bonjour. Alors, j'en profite pour vous demander un bilan, puisque je sais que mardi 23 octobre, donc la semaine dernière, s'est déroulée la conférence débat à Longhiba sur l'euthanasie en présence de médecins. Alors, un retour plutôt positif ? Oui, un retour très positif de par le nombre des participants, des intervenants. On avait un médecin français, on a eu un médecin belge qui pratique des euthanasies, médecin généraliste, et donc on a pu faire le parallèle entre ce qu'il se passe dans notre pays avec notamment le témoignage de Sylviane, parce que c'est elle qui a commencé la réunion par son témoignage. Ensuite, nous avons eu le témoignage d'une dame qui accompagnait le médecin belge et qui nous a parlé de l'euthanasie réussie de sa maman dans son pays. Donc, on a pu faire le parallèle entre les deux. Après, j'ai expliqué la loi Leonetti plus en détail parce qu'on croit que c'est facile à intégrer, mais il y a des subtilités et des choses qu'il faut vraiment bien expliquer pour que les gens comprennent. Et puis, c'est le médecin français donc, qui est intervenu beaucoup plus rapidement que le médecin belge, puisqu'il avait moins de choses à dire concernant la loi, puisque nous, on ne l'a pas et que le médecin belge l'avait. Et je pense que le médecin belge a été très, très apprécié et son discours était vraiment un discours d'apaisement et surtout pas un discours qui engage une polémique et qui va dans le sens du droit de tuer, en fait. C'est pas du tout ça. Donc, parmi les participants, est-ce que beaucoup ont posé des questions, beaucoup ont exprimé un petit peu leurs opinions sur ce sujet assez délicat, l'euthanasie ? Oui. Après que les intervenants aient parlé, nous avons laissé la parole aux personnes qui étaient présentes dans le public et les intervenants ont posé pas mal de questions, de choses sur des points qui les intéressaient en fait, et on a essayé de leur apporter les réponses aux questions posées. Alors, vous l'avez dit, je le disais aussi un petit peu en préambule de cette interview, la loi Leonetti, on peut dire qu'elle arrive en fin de vie, c'est un peu un jeu de mots, mais bon, c'est un peu ça. Alors, quelles sont justement les insuffisances de ce projet ? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à la demande des patients en fin de vie, tout simplement ? Eh bien, nous, ce qu'on voudrait à la DMD, c'est ne pas parler que des malades en fin de vie. Parce qu'en fait, il y a des cas comme Vincent Imbert, c'est un peu ce cas qui a déclenché la prise de conscience en France. Et c'est vrai que Vincent Imbert n'était pas en fin de vie. Il était dans une situation où ça n'évoluerait pas. Il le savait très bien, tout le monde le savait. Donc, pour des gens comme lui, la loi Leonetti n'était pas adaptée. Pour Chantal Sébir, non plus, parce qu'elle n'était pas en toute fin de vie. En fait, elle aurait pu continuer à vivre encore quelques mois dans l'état où elle était, chose qu'elle refusait et qui pour nous était tout à fait son droit. Donc ça, ce sont déjà deux insuffisances. Et puis ce que nous voulons vraiment, c'est que le malade soit mis au centre du dispositif et que ce ne soit pas les médecins ou les personnes religieuses ou la famille ou qui que ce soit d'autre qui décide à la place du malade. Le malade, pour nous, reste l'élément essentiel à prendre en considération. Alors, on va se tourner vers vous, Sylviane Lemaine. Donc, vous avez souhaité parler sur notre antenne, donc on va la nommer Coralie, c'est votre fille. Elle est atteinte d'un cancer incurable. Et vous avez donc choisi, vous, de mettre fin à ses souffrances. Donc, vous avez opté pour l'euthanasie qu'on peut qualifier de clandestine. Alors, à cette époque, c'est la seule solution que vous aviez ? Déjà, je voudrais dire qu'on n'a pas choisi. On n'avait pas d'autre... C'était une évidence. On a vécu pendant 2 ans et demi avec la mort au bout. Pardon. Et donc, c'était pas un choix, c'était la fin d'un chemin, en fait. On aurait, comme vous venez de dire, Chantal Sébir aurait pu vivre encore quelque temps dans cet état, ma fille aussi. Mais
Donc, quand elle était mourante au mois de juillet à l'hôpital, nous allions à l'hôpital à Brest, elle m'a dit, maman, je crois que je vais mourir. Et je lui ai dit, bah oui, je le crains en effet, puisque tu es tellement faible, tu es tellement maigre, tu vomis tout, même l'eau, même les médicaments. Et donc, mais ne t'inquiète pas, quand tu en auras marre, on pourra t'aider à partir. Alors, elle m'a posé des questions, forcément, puisqu'elle avait 20 ans. Il y a 20 ans, on n'a pas disserté sur ce genre de thème. Donc, pour moi, c'était une évidence. Je m'étais même pas spécialement penchée sur le cas de l'euthanasie ou quoi que ce soit. C'était une évidence. Voilà, je peux pas dire autre chose. Mais ça ne veut pas dire que ça a été facile et que ça n'a pas posé de cas de conscience, hein, bien évidemment. Hein. Ça a été quand même très dur. Et d'autant plus que ça s'est passé clandestinement, illégalement. Et donc, ça a été pendant 14 ans et demi, en ce qui me concerne, un secret très lourd à porter, un non-dit. Donc, c'était comme une épine empoisonnée dans ma vie quand même. Donc, c'est à l'occasion de la médiatisation du cas de Chantal Sébir, justement, que certaines personnes m'ont dit « Ah, tu as vu la dame, ça nous a rappelé Coralie, forcément, puisque c'était au visage. » Donc c'était visuellement similaire, mais en fait, il ne s'agissait pas de la même maladie, puisque Chantal Sébir, c'était un cancer des tissus mous, et ma fille, c'était un cancer des tissus osseux, qui était donc chimio-résistant, puis en plus au visage, je veux dire... c'est pas facile. Déjà, l'ostéosarcome, c'était une maladie... pour ainsi dire, incurable. Et en plus, au visage, donc, on ne pouvait pas couper la tête, hein, chose que quand des jeunes ont cette maladie aux jambes ou aux bras, ce qui est le cas courant, enfin habituel, on commence par leur couper la jambe ou le bras, ou même des personnes un peu plus âgées. Et en général, cette maladie, cet ostéosarcome, évolue très très rapidement, en 4, 6, 8 mois, en cancer foudroyant des poumons. Voilà. Et ma fille, en 2 ans et demi, n'a jamais eu aucune métastase, ce qui a laissé les médecins, évidemment, très perplexes. Alors justement, quel était le discours des médecins à l'époque ? Est-ce que vous estimez avoir eu le soutien nécessaire pour traverser cette épreuve ? Non, pas du tout. On ne m'a jamais proposé aucun soutien psychologique ni quoi que ce soit. On s'est débrouillé toute seule, on va dire, pour trouver des médecins, pour trouver des professeurs, etc., etc. Puis il y avait des amis qui nous disaient « Tiens, pourquoi tu n'irais pas voir tel médecin, tel professeur à Paris, etc. » Il y en a même un d'ailleurs qui est venu spécialement en avion à la maison lors de sa fin de vie. Et d'ailleurs, on ne nous a jamais dit clairement au départ que c'était un cancer et que c'était grave. On ne nous l'a jamais dit. On nous l'a laissé entendre à Nantes, au CHU, et à Paris, à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Les professeurs et la dizaine d'internes qui étaient là nous ont dit et répété, c'est une intervention très lourde, donc oui, évidemment... Voilà, mais moi, j'en veux pas aux médecins parce que c'était terrible. Donc, ils étaient aussi paniqués que nous, quelque part. Et puis, ils savaient bien que c'était incurable. Et ils savaient parfaitement que comment ça allait évoluer si elle ne décédait pas d'un cancer foudroyant des poumons, que ça allait devenir terrible. Et comme elle a vécu 2 ans et demi, évidemment, la plupart des médecins n'avaient jamais vu un cas aussi avancé. Voilà, donc du coup, comment s'est passée la rencontre avec la personne qui a pratiqué l'euthanasie clandestine ? Oui, ça, je vais garder la discrétion à ce sujet parce que je ne veux pas que ce médecin et cette infirmière aient des ennuis quelconques parce qu'ils ont eu le courage de prendre le risque d'aider Coralie à partir donc en toute clandestinité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça ne s'est pas bien passé puisque le médecin n'avait pas les bons produits qui sont pourtant, je le rappelle, à la disposition des vétérinaires. Donc ça, je ne peux pas accepter. Donc moi, je milite et je témoigne aujourd'hui. Donc je milite essentiellement depuis le cas de Chantal Sébir sur mon site internet où j'ai créé un dossier euthanasie. Et si je suis de passage à Longwy où j'ai témoigné, les gens ont ressenti beaucoup d'émotions d'après les échos que nous avons eus. Et c'est vrai que c'est assez émouvant. Et moi, ce que je n'accepte pas, c'est que donc ça fait 19 ans que ça s'est passé pour ma fille. Et malgré la loi Leonetti qui est loin de solutionner tous les cas, moi j'ai envie de dire qu'on a pour ainsi dire pas avancé d'un pouce. Donc moi je ne peux pas accepter que des papis de 80 ans, 86 ans se retrouvent au tribunal parce qu'ils ont aidé leur épouse à partir parce qu'elle n'en pouvait plus, donc avec un fusil ou avec je ne sais quoi. Et donc c'est pour les autres. Enfin c'est pour moi parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver à ma fin de vie et je pense toujours aux autres.
Alors justement, sur votre site, vous avez écrit « Une vraie loi euthanasie n'empêche en rien les soins palliatifs et la liberté individuelle ». Exactement. Mais les soins palliatifs ont une limite. On ne peut pas, ce n'est pas une panacée, mais je n'ai rien contre les soins palliatifs. Par contre, si vous permettez... Ils sont insuffisants, quoi. Tout à fait. Par contre, si vous me permettez une petite anecdote, fin juin dernier, je devais me rendre en vacances après les élections, car j'étais candidate aux élections législatives, pour avoir des occasions de parler de cette loi que l'ADMD et nous réclamons. Donc j'ai déclenché une sciatique hyperalgique, résistance aux antalgiques classiques. Et ça m'a beaucoup déprimée. J'étais très fatiguée après les élections, j'étais déprimée donc à cause des douleurs. Et aux urgences, dans l'hôpital de ma ville, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de m'emmener en psychiatrie, où on n'a pas du tout pris en charge la douleur. Donc je vais porter plainte contre les directeurs des 2 établissements hospitaliers, car ils ont commis énormément de fautes par rapport à la charte du patient hospitalisé. Et donc je passerai les détails, car on n'est pas là pour parler de ma sciatique. Mais je voulais donner ce petit exemple, parce que c'est encore du vécu, parce que toutes mes affirmations et mes luttes, mes combats sont basés, on va dire, sur du vécu. Ce ne sont pas des choses que j'ai entendu dire ou quoi que ce soit. Et donc là, vraiment, après cet épisode de sciatique très douloureuse, où on n'a pas pris en charge ma douleur, on m'a laissé souffrir, je me permets de dire que j'ai vraiment des doutes sérieux concernant des personnes très malades, incurables ou en fin de vie qui souffrent, la prise en charge de leur douleur et de leur souffrance. Parce que c'est 2 choses. Douleur et souffrance. Donc moi j'ai eu des douleurs, mais j'ai eu aussi des souffrances psychologiques et physiques, donc qui n'ont pas été prises en charge. C'est un peu les conditions qu'on retrouve des patients qui sont en fin de vie, justement. Voilà. Quoi. Donc depuis cet épisode, je suis encore plus motivée pour défendre une loi claire, nette et positive pour le respect des malades. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez le partager avec nous à l'antenne, le déroulement, sans tomber non plus dans les clichés, mais le déroulement dans lequel, comment s'est passée l'euthanasie de votre fille, pour expliquer justement qu'une loi comme ça empêche d'arriver à des situations qu'on qualifie d'intolérables. Oui, c'est ça. C'est inhumaine même. Inhumain, tout à fait, c'est le mot. Oui. Et donc, quand ma fille a été mourante au mois de juillet, donc je lui ai dit, quand tu en auras marre, on pourra t'aider à partir. Donc, s'en est suivi un long questionnement de sa part, donc nous avons eu beaucoup de dialogues et donc à un moment donné, quand on a abordé différents sujets, les obsèques, la crémation, la fin de vie, la vie après la mort, enfin etc., toutes les questions qu'elle m'a posées, eh bien je lui ai dit, bon maintenant on en a parlé, maintenant on n'en parle plus, c'est toi qui diras. Et le 8 septembre, après avoir dit auparavant qu'il était hors de question qu'elle retourne à l'hôpital et qu'elle aille mourir seule à l'hôpital. Généralement, ça arrive la nuit d'ailleurs. Donc on se demande toujours pourquoi. Ça arrive spécialement la nuit. Enfin bref, bon. Donc un jour, le 8 septembre, elle a dit « Maman, c'est maintenant ». Donc voilà, appelle le médecin, etc. Donc le médecin est venu. Il a passé des heures à s'entretenir avec elle. Et puis quand ça a été décidé, elle a téléphoné à la famille et à ses amis pour dire au revoir. « Je vous aime, demain je ne serai plus là ». Évidemment, tout le monde pleurait. Et elle a dit « Pourquoi tous ces gens ne m'ont pas dit avant qu'ils m'aimaient ?» Et donc ensuite elle a demandé qu'on prenne des photos de ses pieds, de ses mains, alors ses pieds avec des chaussons de danse, des fleurs, etc. Des photos artistiques puisqu'elle était en art plastique et donc elle était un peu artiste quand même, elle dessinait bien, etc. Et donc elle était aveugle, mais elle nous a dit comment elle voulait que ces dernières photos soient prises parce qu'elle aimait aussi beaucoup la photographie. Et donc, on a fait sa toilette, etc. Et elle a dit qu'elle voulait mourir en musique, donc elle a choisi la musique, etc. Donc tout ça a duré des heures, hein, une journée entière et une nuit entière. Donc ensuite, ça a été le moment quand tout le rituel, tout le cérémonial qu'elle avait demandé a été effectué, réalisé. Le médecin donc a commencé par lui donner des médicaments à boire, on va dire. Donc ça a commencé, si on peut dire, par un suicide assisté, mais comme elle ne mourait pas, elle disait je vous entends, c'est dur de mourir, j'essaye mais j'y arrive pas, vous voyez. Donc c'était vraiment inhumain, comme vous disiez tout à l'heure, ça c'est vrai. Parce qu'elle est restée lucide jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout, jusqu'au moment où le médecin lui a fait une piqûre de morphine dans la carotide, où elle a poussé un hurlement que je n'oublierai jamais. Le même hurlement d'ailleurs que lorsqu'elle avait téléphoné à sa meilleure amie, lorsque
à Nantes. Donc, on nous avait dit plus ou moins clairement que c'était cancéreux. Donc, voilà. Donc, et malgré tout, elle ne mourait toujours pas. À ce moment-là, on m'a envoyé me coucher à je ne sais pas quelle heure du matin, 3 heures du matin, 4 heures, je ne me rappelle plus, me coucher avec un somnifère. Et donc, le lendemain, on m'a dit que le médecin avait été obligé de l'achever en l'étranglant de ses propres mains parce qu'elle aurait pu rester comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs nuits. Enfin, vous voyez, donc moi, je ne peux pas concevoir que des familles puissent arriver à de telles extrémités. Des familles ou des médecins ou des infirmières. Non, non, c'est pas à une époque soi-disant moderne, dans un pays, le pays des droits de l'homme. Non, non, je ne peux pas. Justement, vous voulez intervenir sur ce point, parce que ça vous touche, hein, vous êtes Bien émue sûr, aussi, Madame Pierret. bien Donc, lorsque vous entendez le témoignage de Sylvaine? Bien, je me dis que c'est pas possible que ça continue comme ça en France, que c'est un témoignage fort, qu'il faut qu'elle témoigne partout de son vécu, et que si les gens qui sont les décideurs dans ce pays ne sont pas émus et ne comprennent pas qu'il faut vraiment changer la loi, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour y arriver, parce que plus fort que ça, je pense qu'il n'y a pas. Je voudrais dire simplement que moi je témoigne, mais je suis intimement convaincue qu'il y a beaucoup de personnes en France qui pourraient témoigner de fins de vie dramatiques comme la mienne, mais que tout le monde n'est pas apte à assumer et tout le monde n'ose pas. Les gens préfèrent dire bon, on n'en parle plus, voilà, on tourne la page. Et moi je ne peux pas me taire. Depuis l'histoire de Chantal Sébir qui m'a beaucoup choquée, je refuse de me taire. Je me suis tue pendant 14 ans et demi et donc depuis 2008, je refuse de me taire. Alors, je veux contribuer à l'évolution des mentalités et à donc la prise de conscience des élus, du gouvernement. D'ailleurs, de toute façon, parce que j'envoie mes pages, j'ai envoyé régulièrement mes pages aux députés, aux sénateurs, et j'ai bien vu que j'ai contribué à faire évoluer la prise de conscience de certains députés, de certains sénateurs. Ça a quand même bougé, les lignes ont quand même bougé, hein. Et il y a quand même eu 16 propositions de loi qui ont été déposées, et les dernières ont été scandaleusement court-circuitées par l'UMP. Je le dis, ça n'engage que moi. Hein. Ouais, l'avenir nous dira la suite, mais en tous les cas, vous n'êtes pas loin de la réalité, c'est sûr. Alors justement, pour conclure, je vais vous laisser la parole à toutes les deux. Dites-nous pour vous ce que c'est de laisser mourir dignement un patient. Pour moi, laisser mourir dignement un patient, la première des choses, c'est respecter ses volontés. Déjà, d'une part, c'est la première des choses. Il faut que ce soit le malade lui-même qui demande à ce que la vie on mette un terme à sa vie. C'est la première des choses. Et puis ensuite, comme en Belgique, ils ont le choix entre le suicide médicalement assisté ou l'euthanasie. Donc, je rappelle la différence. L'euthanasie, c'est le médecin qui pratique l'acte, et le suicide médicalement assisté, le médecin prépare le produit que le malade avalera lui-même. Mais le médecin est présent dans les deux cas. Contrairement en Suisse, où en Suisse, c'est le suicide assisté simplement. Donc toute personne qui veut aider une autre personne dans la mesure où elle n'a pas de lien d'intérêt avec le malade peut le faire. Nous, on préférerait quand même que le médecin soit là, justement pour éviter qu'il y ait des problèmes au cours de l'acte lui-même, et que le médecin soit là pour pouvoir y remédier, et qu'un décès ne survienne pas comme ça a été le cas pour Coralie, sans qu'on puisse apporter une solution rapide. Voilà. Alors pour moi, mourir dans la dignité pour un malade ou je veux dire incurable ou un malade en fin de vie, ce n'est sûrement pas prendre un taxi ou quoi que ce soit dans un état déjà avancé pour aller en Suisse mourir et en payant 7 000 €. Alors pour moi, c'est pas ça du tout. Donc le médecin belge qui était là mardi a bien indiqué aux personnes qui étaient dans la salle en réponse à des questions qu'il avait à sa disposition un anesthésique puissant qui permettait que la personne parte rapidement sans souffrir, et que donc ça se passait comme lors d'une intervention chirurgicale, une anesthésie, et au lieu de se réveiller après l'intervention chirurgicale, le malade qui a demandé à partir ne se réveille pas. Voilà, et donc ça se passe proprement, sereinement, et évidemment, comme disait mon amie Claudette, ça doit toujours être à la demande du malade. Oui. À la demande du malade, mais c'est aussi bien pour la famille de ne pas assister à une fin de vie comme vous l'avez vous-même vécu. Hein. Oui, moi j'ai cru perdre la raison à 2 reprises, et j'ai été au bord de l'infarctus à plusieurs reprises aussi. C'est très dur. J'en suis
pas encore complètement remise, j'ai des séquelles, hein. Je suis très fatigable, je suis très vite contrariée, enfin je veux dire, donc je suis un peu cassée quand même quelque part, hein, de ce vécu, mais ça ne fait rien, j'ai une forte personnalité, j'ai du courage et je veux aider, je pense à tous ceux qui souffrent et qui doivent se débrouiller avec les moyens du bord ou qui doivent quelquefois, parce que si vous voulez, je reste, comme j'ai témoigné sur mon site internet, enfin j'ai ce site, ce dossier euthanasie. Vous pouvez citer le site d'ailleurs si les auditeurs veulent aller faire un tour. Oui, ça s'appelle Dossier Euthanasie et c'est donc dans mon site dont l'intitulé c'est www.abadez-nous.fr. Bon, donc par cet intermédiaire, j'ai régulièrement des personnes qui me téléphonent parce qu'ils pensent que je suis dignitas en Suisse ou que je peux les aider à trouver la solution. Et donc je suis mon désir. Pour moi, c'est une nécessité d'aider à faire avancer la cause. Parce que les personnes ne revivent pas ce que vous avez vécu. Non, ça je peux pas concevoir du tout. En tous les cas, beaucoup de courage. Je vous laisse la parole, Claudette. Je voulais simplement dire que il faudrait que les gens comprennent que une décision comme celle-là ne se prend pas à la légère et en toute fin de vie. C'est un cheminement. Il faudrait que les gens puissent parler en famille des désirs des uns et des autres. Et le choc serait beaucoup moins important quand la personne dirait bon ben voilà, c'est terminé. Moi je vois mes enfants par exemple qui sont prévenus depuis longtemps. Ça ne les choque pas quand je parle de ma fin de vie, quand je leur dis que je ne voudrais pas vivre ça. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus choquant pour des enfants quand on apprend que le parent a un cancer et que du jour au lendemain, il dit je vais aller mourir en Suisse ou je vais faire ce qu'il faut. Donc il faut dire aux gens qu'il faut parler de cela en famille, qu'il faut préparer la famille à sa volonté et il faut surtout écrire ces directives anticipées, il faut désigner une personne de confiance. C'est quelque chose qui se prépare, c'est pas quelque chose qui s'invente comme ça au dernier moment. Il faut vraiment un cheminement pour que ce soit bien intégré par tout le monde. Voilà, donc les personnes qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez peut-être leur donner les contacts si elles souhaitent vous appeler. Oui, il n'y a aucun problème. Donc Pierre et Claudette, je vous donne mon numéro de téléphone, c'est le 03 82 23 11 65 et vous pouvez m'appeler, j'essaierai de répondre à vos questions dans la mesure de mon possible. On vous remercie à toutes les deux, Sylvaine Lemaine, Claudette Pierret, d'être intervenue à l'antenne de Radio Aria. Et merci Sylviane, pardon, oui, je vais y arriver. Mais j'ai l'habitude. Sylvie, Sylvia, Sylvaine, Sylvette. Voilà, donc Sylviane, cette fois c'est bon. On vous remercie d'avoir partagé avec nous ce témoignage. Je sais que c'était pas forcément quelque chose de facile, mais j'espère que les auditeurs, justement, pourront, peut-être certains se retrouveront à travers. Et en tous les cas, on a cité donc les contacts pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Voilà, merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.